Ça a passé trop vite. On est rendu à la fin, à la toute fin, dernière présentation, conférence de clôture de cette 31e édition du colloque Risque. Et je ne parle même pas de cerise sur le Sunday, c'est le Sunday qu'on vous garde pour cette fin de colloque. J'ai beaucoup de plaisir à présenter. J'ai jasé un tout petit peu avec lui en coulisses, mais Claude Crépeau, moi, je vais le dire, lui, il le dira jamais. C'est une sommité dans le monde de l'informatique, professeur à McGill notamment. Et donc, aujourd'hui, il a accepté de venir nous voir pour nous parler, pour nous présenter une conférence intitulée Introduction aux communications quantiques. Et je vais lui céder tout de suite la place parce que j'ai juste hâte de l'entendre parler du sujet. Alors, M. Crépeau, merci d'être là et je vous cède la place. Merci beaucoup, Bruno. Merci, c'est gentil. Alors, c'est avec plaisir que je veux vous faire une introduction à la communication quantique. On m'a dit que vous étiez des gens de réseau, alors j'ai choisi un sujet spécifiquement pour voir où va aboutir le monde des communications entre ordinateurs en particulier, dans un univers où les ordinateurs seront devenus quantiques. Alors, je vais d'abord vous parler un peu d'information quantique pour que vous sachiez un peu qu'est-ce que la bête est et qu'est-ce que la bête fait. Alors, ma première image est toujours un peu surprenante parce que la flèche pointe un tout petit point blanc au milieu. Et si on faisait un énorme grossissement du petit point blanc, on verrait quelque chose comme ça. On verrait un petit trou duquel sortent des photons. Alors, je vous indique plusieurs informations dans cette image-là. Il y a des photons de plusieurs couleurs. Ça représente les différentes longueurs d'onde des photons. Et je vous représente des angles, des orientations, et ça, on appelle ça la polarisation de la lumière. Alors, je vais utiliser tout au long de la présentation la polarisation de la lumière pour vous présenter des éléments de physique quantique. Je ne suis pas là pour vous donner un cours en tant que tel, mais je dois quand même vous initier un tout petit peu au domaine pour ensuite être capable de vous parler de ce qu'on peut faire dans cet autre univers. Alors, les états quantiques les états de polarisation sont des états quantiques à plusieurs possibilités. Alors ici, on a sur un axe la polarisation horizontale ainsi que la polarisation verticale. Et quand j'ai deux orientations comme ça qui sont à l'opposé l'une de l'autre sur ce qu'on appelle la sphère de bloc, alors ce sont des orientations qui peuvent être mesurées et distinguées parfaitement. C'est-à-dire que les deux polarisations que je vous présente maintenant, il existe des appareils dont je vais vous parler tout à l'heure qui nous permettent de distinguer complètement la polarisation horizontale de la polarisation verticale. Alors, on peut représenter toutes les polarisations de un bit quantique qu'on appelle un qubit. Un qubit, ça représente un bit d'information, mais au niveau quantique. Alors, dans notre exemple, c'est la polarisation quantique qui nous amène l'information. Et l'information peut être non seulement un 0 ou un 1 à l'horizontale ou à la verticale, mais ça peut être n'importe quel angle entre 0 et 180 degrés. Et chaque angle θ peut être décomposé comme une composante cosinus θ de l'orientation horizontale plus sinus θ de la composante verticale, si bien que quand l'angle est 0 degré, c'est complètement horizontal, et quand l'angle est 90 degrés, eh bien, c'est complètement orthogonal à la valeur de tout à l'heure. Mais en réalité, ce que la mécanique quantique nous dit, c'est que non seulement on peut parler de l'angle comme ça, qui est quelque chose entre 0 et 180 degrés, mais en fait, les coefficients, le C0 et le C1, ça peut être n'importe quel nombre complexe, à condition que la somme des carrés de ces nombres-là soit égale à 1. Ce qui importe, c'est qu'il y a une richesse au niveau de la description qui permet toutes les valeurs quantiques. Alors, vous allez dire, qu'est-ce que ça change de pouvoir faire toutes les valeurs des nombres complexes? Ça nous donne une très grande variété de possibilités. Donc, on a
les orientations horizontales, verticales, diagonales, antidiagonales. Mais on a une troisième dimension qui est la rotation dans le sens horaire et la rotation dans le sens anti-horaire, qui nous donne d'autres possibilités. Et toutes ces choses-là ensemble, ça nous donne la richesse complète de ce que les états quantiques peuvent nous donner. Ça va nous permettre d'avoir des propriétés que l'information classique n'a pas, puis je vais revenir là-dessus dans quelques minutes. Alors, l'état général d'un qubit, ça va être un point sur la sphère que je vous décris ici, et ça, c'est l'information qui est contenue dans un qubit, l'information contenue dans un bit quantique. Cette information-là est une information continue. C'est pas juste 0 ou 1, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. En fait, c'est donné par deux paramètres complexes qui nous donnent toutes les possibilités. Donc, premier point, il y a une richesse beaucoup plus grande en termes d'information. On peut emmagasiner dans un qubit une information beaucoup plus grande qu'un seul bit. Par contre, je dois vous présenter une autre notion qui est l'intrication quantique. L'intrication quantique, ça correspond à l'opposé de ce que je vous montre maintenant. L'intrication quantique, c'est quand deux qubits ne peuvent pas être décrits l'un séparément de l'autre. Alors, sur le transparent, juste avant, je vous ai montré que la polarisation de un qubit peut être représentée par un point sur la sphère. Si j'ai deux qubits, ils peuvent être individuellement chacun représentés par un point sur la sphère, mais ils peuvent aussi être dans des états qui ne peuvent pas être décrits comme un état séparé pour le premier et un état séparé pour le second. Puis la raison, c'est que si je prends les quatre états possibles correspondant à 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1, il y a seulement certains de ces états-là qui sont représentables, c'est ce qu'on appelle séparables, qui sont représentables par une séparation entre un qubit dans un état et l'autre qubit dans l'autre état. On se retrouve avec des états qui ne sont pas séparables, et c'est ce qu'on appelle l'intrication. Je vous représente l'intrication, j'ai fait ça juste pour vous, je vous représente l'intrication comme si vous imaginez que les deux bosses d'un chameau, ce sont les deux sphères dont je viens de vous parler. On dit que des états sont séparables dans la région de la séparation si chacun des états se trouve sur les deux sphères qui sont les bosses du chameau. Et à l'inverse, les états intriqués sont des états qui ne peuvent pas être décrits séparément l'un de l'autre. Alors, tout ce qui est ailleurs que dans les deux sphères, c'est des états tels que si je fais une observation sur un des deux, automatiquement, l'autre va se retrouver à être limité dans les possibilités qu'il peut avoir, mais chacun des deux états n'est pas défini séparément. L'intrication est atteinte de façon maximale pour quatre états que j'ai indiqués dans les pieds du chameau. C'est les états psi plus, psi moins, phi plus et phi moins, qui ont une propriété très remarquable que je vais vous décrire un peu plus en détail. Alors ici, je vous montre qu'est-ce que c'est la représentation mathématique des quatre états. Psi plus, psi moins, phi plus, phi moins ont une propriété tout à fait remarquable qui va être pertinente quand je vais vous décrire la téléportation quantique. Alors, je vous ai décrit qu'est-ce que c'est que les états quantiques. Je vais maintenant vous parler de comment on peut mesurer l'information quantique. Parce que le monde quantique a beau contenir immensément d'informations, on n'a pas beaucoup de possibilités d'obtenir l'information. Alors, essentiellement, dans toute la description que je vais vous faire maintenant, l'information va être observée grâce à ce qu'on appelle un photomultiplicateur. Un photomultiplicateur, c'est un appareil hypersensible qui, lorsqu'il voit même un seul photon de lumière, va déclencher puis nous dire « il y avait un photon ». Nos yeux sont essentiellement des photomultiplicateurs, mais il existe techniquement des appareils beaucoup plus sensibles que nos yeux.
Un photomultiplicateur, ça fonctionne sur le principe qui ressemble à ce qu'on voit ici. C'est un ensemble de dominos de plus en plus gros qui ont la propriété que si on pousse légèrement sur le tout petit domino qui est en avant de la pile, ils vont tous tomber, puis le plus petit va faire tomber le suivant, qui va faire tomber le suivant, jusqu'à faire tomber le très très gros. Si vous avez une chance de voir la vidéo, ça fait un gros boom quand le gros domino tombe au bout du compte. Un photomultiplicateur, ça fonctionne sur le même principe. Un photon va être assez pour déclencher une réaction en chaîne qui va finalement nous permettre de détecter sa présence. Alors, les mesures projectives, les mesures quantiques vont être une séparation de différentes possibilités et ensuite, on va mettre des photodétecteurs pour décider lequel des chemins a été employé. Alors finalement, dans mon introduction sur le calcul quantique, je vous dis que l'évolution des opérateurs quantiques, les opérateurs quantiques évoluent de façon unitaire. C'est-à-dire que si on sait comment un système quantique évolue de l'état horizontal à un certain psi0, et que si on connaît le vertical évolue en psi1, ben on le sait pour toutes les possibilités C0 plus C1, parce que ça fonctionne de façon unitaire, les coefficients C0, C1 sont préservés. Alors, un exemple simple, c'est que la rotation d'un état est une opération unitaire, et on va retrouver ça dans quelques minutes. Il existe un appareil qu'on appelle les cellules de Pockels qui ont la propriété de faire exactement des rotations. Et dépendamment de la quantité d'électricité qu'on donne, on va pouvoir faire une rotation sur un état de polarisation de notre choix. Il y a aussi l'opération qui est faire le miroir sur la sphère. Si on fait l'image miroir de la sphère, ça aussi c'est une opération unitaire. Et toutes les opérations qui sont inversibles sont des opérations unitaires qui sont des choses possibles en quantique. Alors, un exemple d'un petit appareil que je vous montre à l'instant, j'ai avec moi ici un petit cristal qui s'appelle un cristal de calcite, qui est une petite composante optique qui pousse naturellement dans la nature, qui a une propriété très particulière, que lorsqu'on la met sur le trajet de la lumière, elle va séparer le faisceau de lumière en deux branches, une branche qui va être polarisée horizontalement, et une branche qui va être polarisée verticalement. Alors, sur la branche du bas, toute la lumière qui va passer va être polarisée horizontalement, alors que sur la branche du haut, c'est polarisé verticalement. C'est un appareil qui sépare deux polarisations orthogonales l'une à l'autre. Alors ça, c'est ce qui se passe en général. Si j'ai un angle θ qui arrive à l'entrée du cristal, il y a une composante cosinus qui sort en bas, puis une composante sinus qui sort en haut. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que si j'envoie en général un photon à l'angle θ à travers mon cristal, j'ai une probabilité cosinus carré de le détecter sur la branche du haut et une possibilité sinus carré de le détecter sur la branche du bas. Alors, cette propriété-là va être pertinente quand je vais vous parler de la cryptographie quantique. Alors, permettez-moi d'accélérer un petit peu quelques-unes de mes transparents. Je vous parle finalement de la paire EPR, qui est nommée ainsi après les travaux d'Einstein, Podolsky et Rosen. La paire EPR, c'est une des 4 paires que je vous ai montrées tout à l'heure. Et elle a la propriété remarquable que si on essaie de la mesurer, le résultat de 2 mesures va toujours être opposé l'un à l'autre. C'est-à-dire que quand j'ai une paire EPR qui est créée au milieu et que j'ai les 2 photons qui s'en vont vers le haut et vers le bas, si j'utilise 2 cristaux exactement dans la même orientation, il y en a un des 2 qui va détecter d'un côté et l'autre qui va détecter à l'opposé. Et ce, quel que soit le nombre de répétitions et quelle que soit l'orientation de mes cristaux. Donc, si je change l'orientation de mon cristal, je m'attendrais à possiblement avoir un résultat différent. Mais non, cet état-là a la propriété que je vous ai présentée. La démonstration expérimentale de ça a été faite pour la première fois en 1982. Et depuis, on a découvert toutes sortes de propriétés fantastiques qui découlent des paires EPR.
Alors ça, ici, c'est comment on crée des paires EPR en pratique. On utilise une forme de cristal qui est beaucoup plus difficile à produire, qui s'appelle un cristal non linéaire, qui va nous produire au centre des les deux points verts au milieu des beignes jaunes. Ce sont des paires EPR intriquées qui sortent à cet endroit-là et on va les séparer pour réaliser des expériences. Alors, avec le monde quantique, si on a une grande quantité de photons polarisés de la même façon, on peut détecter complètement la polarisation. Par contre, si on en a un seul, c'est impossible d'aller déterminer exactement l'angle de polarisation. On est très limité dans ce qu'on peut faire. Et du même coup, on ne peut pas copier la polarisation. On est pris avec une seule copie et on ne peut pas la copier parce que si on pouvait la copier, on pourrait la démultiplier et ensuite découvrir la polarisation. Alors, pour faire un résumé, le monde quantique diffère du monde classique. À gauche, j'ai les propriétés du classique et à droite du quantique. Dans le monde classique, on peut copier l'information à volonté. Dans le monde quantique, on ne peut pas. J'ai une copie et j'en ai une seule. On peut mesurer dans le monde classique l'information parfaitement. Dans le monde quantique, on est limité sur l'information qu'on peut mesurer. Dans le monde classique, on peut diffuser l'information, comme par exemple avec une onde radio qu'on peut l'envoyer à tous ceux qui veulent l'entendre. Dans le monde quantique, ce n'est pas possible. Dans le monde quantique, par contre, on peut faire ce qu'on appelle des superpositions, c'est-à-dire d'avoir un même objet quantique comme un qubit dans plusieurs états possibles. Et ça va nous permettre de faire, par exemple, des calculs quantiques qu'on ne peut pas faire de façon classique. Les interférences sont reliées à ça. Ça peut être fait dans le monde quantique et pas dans le monde classique. Et finalement, le sujet de ma conférence aujourd'hui est de vous dire que dans le monde classique, on doit transmettre l'information de façon orientée. Si je vais aller d'un point A à un point B, si je vais envoyer de l'information d'un point A à un point B, je dois nécessairement avoir un canal de communication de A à B, alors que dans le monde quantique, on est capable de transmettre de l'information de A à B en utilisant un canal de B à A. Et c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Alors, ce dont je vais vous parler, c'est la téléportation quantique, qui est un phénomène qui est inventé en 1993 par Gilles Brassard, moi-même au milieu en bas, Asher Perez, Richard Jossa, William Wouters et Charles Bennett. Ça s'est inventé par un pur hasard un soir de novembre 1993. En fait, si je ne me trompe pas, c'est le 22 novembre 1993 que le concept est inventé. À quoi sert ce concept? Le concept nous permet de dématérialiser un état quantique et de le faire réapparaître à un autre endroit, à condition de pouvoir se parler classiquement et à condition d'avoir partagé a priori une paire EPR entre les deux. Alors, à quoi ça sert la téléportation quantique? Bien, ça nous permet, entre autres, d'envoyer un qubit vers un lieu inconnu. J'ai mis Bob en plus foncé pour qu'il soit difficile à apercevoir. Si Alice a un état dans sa main psi qu'elle veut envoyer à Bob, un état quantique, et qu'elle en a une seule copie, mais comment elle peut bien faire pour l'envoyer à Bob si elle ne sait pas où Bob se trouve? Bien, grâce à la téléportation quantique, on peut faire ça. Dans la mesure où Alice et Bob avaient échangé une paire EPR a priori, Alice va être capable d'envoyer, de diffuser un message classique que Bob va recevoir, et Bob, en recevant ce message, va être capable de reconstituer l'état psi. Ça permet aussi d'inverser la direction d'un canal quantique. Si j'ai un canal quantique qui va seulement de Bob à Alice, je vais être capable de l'utiliser pour transmettre de l'information quantique de Alice et Bob. Et je vais utiliser le canal quantique de Bob à Alice pour partager une paire EPR, c'est-à-dire que Bob va créer une paire EPR, il va en donner la moitié à Alice, puis il va conserver l'autre moitié. Et plus tard, si Alice veut envoyer un état quantique à Bob, elle va faire une opération localement sur son état quantique à elle en rouge, avec la demi-paire EPR en jaune. Elle va observer quelque chose qu'elle va envoyer à Bob de façon classique, puis Bob va pouvoir reconstruire, suite à ça, l'état qu'Alice voulait lui envoyer.
Alors, c'est ici qu'interviennent les 4 états de Bell dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les états de Bell ont la propriété remarquable que si on produit un cristal qui est capable de séparer les 4 états de Bell, ce cristal-là aurait la propriété absolument magique de nous donner exactement ce dont on a besoin pour faire la téléportation quantique. La téléportation quantique va fonctionner de la façon suivante. Si Alice et Bob ont déjà partagé une paire EPR et qu'Alice en possède la moitié et que Bob possède l'autre moitié, dans mon exemple de tout à l'heure, ça peut être Bob qui a créé la paire puis qui en a envoyé la moitié à Alice. Si Alice reçoit un état psi qu'elle voudrait transmettre à Bob, elle va être capable de faire ça en faisant une mesure sur sa particule psi ainsi que sa moitié de la paire EPR et demander dans quel état êtes-vous. Et le cristal que je vous présente ici va nous donner une de 4 possibilités. Puis les 4 possibilités, ça va être les 4 états de Bell, ça va être le psi plus, le psi moins, le phi plus, le phi moins. Puis dépendamment de laquelle des 4 possibilités va se manifester, il va se passer quelque chose de spécial chez Bob. Quand Alice va faire cette mesure-là, tout d'un coup, l'état chez Bob, d'abord l'état chez Alice va être détruit par le processus et l'état chez Bob, lui, va devenir une de 4 possibilités, soit l'état psi lui-même, soit l'état psi qui était reflété dans un miroir, soit l'état psi qui a subi une rotation, soit l'état psi qui a subi une rotation et un miroir. Puis les 4 possibilités vont être synchronisées avec les 4 résultats de ce qui se passe chez Alice. Alors Alice va faire une mesure grâce à l'appareil qui sépare les 4 états de Bell, puis elle va observer une des 4 possibilités. Si elle observe celle-ci, que je ne peux pas vous lire parce que c'est trop petit malheureusement, si on observe celle-ci, alors l'état chez Bob est exactement comme il devrait être, et Alice va simplement lui dire « Fais l'opération qui est l'identité, contente-toi de conserver ton état tel qu'il est, tu as déjà la bonne réponse. » Maintenant, si l'expérience chez Alice nous donne un autre état, parmi les 4 possibilités que je vous ai nommées tout à l'heure, les états de Bell, il se pourrait que ce soit le phi plus qui se manifeste, dans quel cas l'état chez Bob ne sera pas l'état qu'Alice voulait lui envoyer, mais bien l'image miroir de cet état-là. Alice va lui dire, tu as maintenant l'image miroir. Alors, si Bob applique l'image miroir pour obtenir l'état tel qu'il était au départ, il aura réussi dans ce cas-là aussi à obtenir l'information qui venait de chez Alice d'une copie identique à la copie initiale, mais qui était transformée par l'image miroir. Et une fois qu'il s'est fait dire quoi faire, il était capable de corriger. Alors, c'est essentiellement le même principe dans les 2 autres possibilités. Il se pourrait que l'état phi moins soit manifesté, dans quel cas l'image a subi une rotation chez Bob. Alice lui dit, applique la rotation pour récupérer l'état tel qu'il était au départ. Et finalement, dans le 4e état, phi moins, c'est la rotation et le miroir qui est appliqué. Et Bob peut appliquer, une fois qu'il aura appris par Alice, quoi faire pour récupérer l'état initial. Alors, ça peut sembler anodin qu'il y ait 4 possibilités, mais 4 possibilités est exactement ce que ça prend pour que ce processus-là soit possible. Ce ne serait pas possible de faire le processus que je viens de vous décrire sans qu'il y ait une information classique qui doit être transmise de Alice à Bob. On ne peut pas transmettre de l'information quantique directement sans savoir où est-ce qu'on l'envoie, mais de l'information classique, on peut le faire. Alors, depuis 1993, il y a eu de nombreuses démonstrations expérimentales de ce phénomène-là.
dont une en particulier qui a culminé en 2017-2018, où les Chinois ont mis sur orbite un satellite qui a été capable de transmettre des états quantiques à 2 télescopes sur Terre. Et le phénomène de téléportation quantique a été observé de son point de départ, qui est à gauche à Vienne, pour aboutir quelque part en Chine à droite. Et on a fait des expériences corrélées entre les deux points, le point de départ, le point d'arrivée, et on a réussi à transmettre des états quantiques à partir du point de départ au point d'arrivée, simplement en utilisant les états intriqués générés par le satellite et captés par les télescopes. Et l'information a pu transiter ensuite par une communication tout à fait classique entre le satellite de gauche et le satellite de droite. Alors, imaginez que maintenant, on se retrouve 50 ans dans le futur, qu'on ait des ordinateurs quantiques, que l'on veut connecter en réseau entre eux. On pourrait imaginer qu'on a besoin de mettre des liens bidirectionnels entre toutes ces machines-là, comme on fait maintenant pour le réseau conventionnel. Mais dans le monde quantique, on est capable de faire sans. Comme je vous ai dit dans l'expérience de tout à l'heure, on peut avoir un point central qui génère de l'intrication, qui distribue l'intrication entre tous ceux qui veulent communiquer entre eux. Donc, dans ce cas-ci, on peut envoyer l'intrication aux 2 télescopes sur Terre qui veulent s'envoyer de l'information quantique entre eux. Ensuite, si un ou l'autre veut envoyer de l'information quantique à l'autre, il n'y a pas besoin d'envoyer un signal jusqu'au satellite et de le renvoyer ensuite du satellite à l'autre. Il peut simplement envoyer un message classique, faire une expérience de téléportation quantique, envoyer les bits classiques au satellite qui va les retourner à l'autre destinataire. Et finalement, l'état va aboutir au point de réception. Alors, ce qui est important dans ce que je vous raconte, c'est la chose suivante, c'est que dans un monde futur où on aurait des ordinateurs quantiques qui voudraient discuter entre eux, qui voudraient échanger leurs états quantiques, c'est-à-dire que l'état de calcul, à un moment donné, va être l'état quantique dans lequel l'ordinateur se trouve. S'il veut échanger cette information-là avec un autre ordinateur quantique, ils auront besoin d'un réseau en rouge, en tout petit, un réseau classique pour se parler entre eux. Et ils auront besoin d'une source commune qui ne fait que générer des paires EPR et les distribuer à tous ceux qui en ont besoin. C'est-à-dire que dans un Internet quantique, il n'y aura qu'une source qui va parler à tout le monde. Et on n'aura pas besoin d'avoir des communications de source à source, d'utilisateur à utilisateur. Dans un monde quantique, on peut se permettre d'avoir une seule source centralisée qui envoie des paires EPR partout à qui en veut. Et en utilisant ces paires EPR-là et la téléportation quantique, ça va nous permettre de faire des communications quantiques qu'on aurait pu faire de la bonne vieille façon en faisant des liens directs. Mais la technologie est beaucoup, beaucoup plus simple si on a un seul point central qui génère les paires EPR et qui les envoie à tout le monde, que d'avoir besoin de la même technologie partout, dans tous les nœuds, pour retransmettre des états EPR et retransmettre des états quantiques d'un point à un autre. Donc, c'est un monde complètement différent, complètement futuriste, dans lequel la téléportation quantique serait la base de toute la communication quantique. Alors, je me dois d'admettre que j'ai préparé une présentation qui était beaucoup trop longue pour le temps que j'avais. J'avais un deuxième chapitre qui était sur la cryptographie quantique, mais je vous le réserve pour une autre occasion. J'ai beaucoup trop de transparent. Alors, si mon hôte veut bien m'amener à la toute fin de ma présentation, je vais conclure sur quelques remarques.
Ben, écoutez, je vais simplement vous dire que la téléportation quantique, c'est une technologie qui est le futur. C'est une technologie, on est capable de le démontrer expérimentalement, mais avant d'avoir un réseau Internet basé sur la téléportation quantique, on peut s'attendre à ce qu'il y ait au moins 50 ans. Par contre, la cryptographie quantique, dont je vous parlerai une autre fois, elle est une technologie qui est en train d'être déployée à l'heure où on se parle. C'est une technologie qui utilise des propriétés quantiques beaucoup plus élémentaires que la téléportation quantique. Et la cryptographie quantique est maintenant en train d'être déployée. Les Chinois sont particulièrement très en avance pour faire la cryptographie quantique, qui est une méthode qui utilise encore une fois les paires EPR, mais qui permet ensuite de produire des clés secrètes qui vont nous permettre de faire de l'information sécurisée, que ce soit de l'information classique ou de l'information quantique, c'est pareil. On peut protéger les informations grâce aux clés produites par la cryptographie quantique. Alors, ça me fait plaisir d'avoir pu vous présenter la téléportation quantique et en quoi est-ce que ça va impacter les réseaux du futur. Et j'ai bien envie d'avoir vos questions. J'espère que j'ai suscité un intérêt et que j'aurai beaucoup de questions à répondre. Merci beaucoup. Monsieur Crépeau, si Charles Tisser était ici, il dirait fascinant. Vous êtes fascinant dans vos explications, particulièrement dans la présentation de la téléportation quantique. Moi, j'ai des questions, mais on va passer à celles qui viennent des gens qui sont là avec nous. Il y a Gaël Lepemp du MEC qui demande, pour le simplifier, vous avez fait cette représentation en 2D, mais je suppose qu'il peut y avoir plus que 2 dimensions. Est-ce que le temps est aussi une variable possible? En fait, je trouve ça particulièrement amusant que vous posiez cette question-là parce que ce matin même, j'ai vu un article que j'ai malheureusement pas eu le temps de lire aujourd'hui qui s'intitulait « Et si vous croyez que l'intrication est compliquée, attendez qu'on vous intrique le temps ». Alors, effectivement, le temps peut être une variable quantique et peut être intriqué, mais là, on irait vraiment trop loin. On irait vraiment trop loin, puis on s'avancerait même dans des domaines où je ne serais pas capable de suivre. Mais pour en revenir à la question sur la représentation 2D, c'est effectivement, chaque qubit a une représentation 2D, mais chacune des 2 dimensions est en fait un nombre complexe, c'est-à-dire que lui-même a 2 dimensions. Donc, la réalité, ça sera un espace à 4 dimensions pour chaque qubit. Et au fur et à mesure qu'on accumule les qubits, bien, on démultiplie la dimensionnalité. C'est-à-dire, pour décrire un qubit, ça prend 4 paramètres réels. Pour en décrire 2, ça en prend 4, ça en prend 16. Pour en décrire 3, ça en prend 64, et ainsi de suite. On multiplie les dimensions. Donc, c'est 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4. Et on crée ainsi un espace de dimensionnalité exponentielle par rapport au nombre de qubits. M. Crépeau, vous faites exprès parce que là, vous m'amenez à la question d'Éric Audet, parce qu'avec autant de calculs à faire, on peut se demander qu'est-ce qu'il y en est de l'énergie nécessaire comparativement pour faire du calcul quantique là, comme ça. Qu'est-ce qu'il y en est de l'énergie nécessaire comparativement à l'énergie nécessaire aujourd'hui pour faire fonctionner les réseaux? Bien, ce qui est merveilleux, en fait, c'est que dans le monde quantique, toutes les opérations qu'on fait sont réversibles. Puis, il y a un théorème qui a été démontré qui dit que quand les opérations sont réversibles, on n'a pas nécessairement besoin de consommer d'énergie. Donc, il y a un potentiel pour que les calculs quantiques se fassent avec très, très peu d'énergie. Et donc, les futures machines, les futurs ordinateurs quantiques, bien sûr, là, ils nous demandent de l'énergie parce qu'on doit travailler à les rendre dans l'état quantique qui est stable. Donc, il y a beaucoup de machines en ce moment qui sont basées sur des principes de supraconductivité. Puis la supraconductivité, ça nous demande de travailler à très basse température pour le moment. Mais advenant qu'on découvre un supraconducteur qui fonctionne à température de la pièce, bien, toutes ces choses-là pourraient être faites avec très peu d'énergie. On peut s'attendre à ce que tout ce qu'on va faire avec les ordinateurs quantiques va consommer beaucoup moins d'énergie. Et il y a même des ordinateurs classiques
Il y a des chips classiques qui ont été designés sur des principes de réversibilité de calcul qui consomment moins d'énergie parce que les calculs sont faits de façon réversible. Donc, il y a comme tout un sujet en soi sur la réversibilité des calculs et la faible consommation d'énergie. Je vois qu'il y a une pause dans les questions. Je vais en profiter pour poser la mienne. Quand on regardait votre expérience ou votre exemple de la téléportation quantique, à un moment donné, vous nous présentez bien que lorsque le récepteur reçoit l'information, il y a 4 scénarios possibles. Est-ce que c'est une question de temps avant que l'appareil en temps réel sache quelle est la bonne version qu'il reçoit? Euh, et est-ce que c'est une question de C'est-à-dire que, calcul ou de... OK, c'est une très bonne question, en fait. Euh, c'est que c'est une impossibilité à condition qu'on croit qu'on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. Il faut absolument que l'observateur qui est à un bout observe le résultat de son expérience et qu'il la transmette de façon classique à l'autre. L'autre ne peut pas choisir entre les 4 possibilités tant que son copain à l'autre bout ne l'informe pas de ce qui s'est passé dans son laboratoire. Et cette partie-là est essentielle pour que ça reste, pour que ça reste connecté avec l'information de départ. L'information de départ se trouve détruite complètement et se retrouve finalement dans le laboratoire du récepteur. Ça, c'est une vraiment bonne nouvelle pour des ayants droit, hein. Je pense à tous les gens, les propriétaires de contenu, de propriété, de voir la possibilité qu'il n'y ait qu'une copie et celle-là va Effectivement. traverser. Ah ouais, c'est une bonne nouvelle. Vous me permettez d'aller à une autre question qui vient des participants. Céline Laverdure qui demande, est-ce que ce système quantique fonctionne conjointement avec l'intelligence artificielle? Je ne suis pas une experte, mais je suis très curieuse. Moi aussi, je suis curieux de savoir ça. Ben écoutez, il y a toute une branche en fait de... Bon, l'intelligence artificielle est un sujet populaire, l'informatique quantique est un sujet populaire, alors mettons-les ensemble. C'est la chose la plus naturelle au monde. Il y a toute une branche de l'informatique quantique qui travaille à améliorer les performances de ce qui se fait en intelligence artificielle. Il y a du machine learning quantique, de l'apprentissage machine quantique, qui réussit à faire théoriquement pour l'instant, parce qu'on n'a toujours pas de machine d'ordinateur quantique puissant, mais on a sur papier des solutions sur un ordinateur quantique qui permettraient d'accélérer considérablement les calculs d'apprentissage machine. Donc, oui, il y a un avenir de ce côté-là. Il y a toute une sous-section des gens qui font du calcul quantique, qui font aussi de l'intelligence artificielle, et il y a une voie de recherche là qui est effectivement très prometteuse. Et en terminant, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question parce que vous, c'est votre quotidien. Quand vous regardez les Américains et les Chinois se livrer une chaude lutte, on va utiliser ce mot-là pour ne pas utiliser autre chose, Pour être poli. comment vous voyez cette compétition-là? Ben, c'est d'une certaine façon une compétition très inégale. La Chine étant un pays qui gère toutes ses activités de façon très centralisée, se donne les moyens d'aller très très loin, très très vite. Ils investissent des budgets incroyables. Ils ont lancé il y a 2 ans un programme de 10 milliards de dollars pour développer un ordinateur quantique. Il y a, il y a personne aux États-Unis qui est capable en un endroit de tout centraliser puis d'avoir les mêmes moyens. Par contre, l'ensemble de ce que l'industrie aux États-Unis est capable de faire comme investissement est comparable à ce que les Chinois arrivent à centraliser en un point. Donc, il y a une rivalité entre les deux, ces deux modèles de recherche, ces deux modèles pour la science. Ça va être intéressant de voir qui gagne au bout du compte. Ça va être intéressant de voir entre le modèle très centralisé où tout le monde va se retrouver un peu au même endroit, sous le même chapeau d'une même équipe, versus un modèle très décentralisé, de voir lequel des deux modèles va aboutir le plus vite. Monsieur Crépeau, je vous remercie infiniment pour avoir pris le temps de venir nous expliquer
de nous avoir fait cette introduction au quantique, à la communication quantique, et d'avoir parlé de votre expérience de téléportation qui date d'un certain temps, mais qui est toujours d'actualité, hein, parce qu'essentiellement, c'est ça qu'on veut faire. On se dirige vers un Internet quantique où la téléportation quantique va être omniprésente. Exactement. Ben, merci encore et je rappelle, les gens qui veulent vous suivre vos travaux, on peut vous suivre à partir de l'Université McGill. Vous publiez encore récemment dans le magazine Nature, vous aviez une publication qui était là, avec l'Université de Turin ou de Gênes, si je ne me trompe Genève. pas. Genève. Genève, pardon. Bon. Alors voilà. Ben, merci encore d'avoir été là. Mais merci à vous, ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir vous parler aujourd'hui. Merci. Eh bien voilà, c'est avec cette superbe conférence que se termine ce colloque du risque, la 31e édition.